chant des sirènes. Bonjour et bienvenue sur Le Chant des Sirènes, l'émission de société et d'actualité qui porte la voix des femmes sur Westrack Radio, la radio associative et indépendante havraise. Ici, on parle initiative locale, fait du moment, infos et chiffres clés. On tire des portraits, on se pose des questions de société et surtout, on parle des femmes. De toutes les femmes. Nous ne sommes pas au Sénat ici. Ce soir, petit changement, car ce n'est pas la belle voix de notre sirène Caroline qui vous guidera dans le fond de l'océan, mais la mienne, Marine. Elle est très belle ta voix. Elle est très très belle ma voix. Alors c'est ma première présentation, donc je vous prie de bien vouloir excuser mes hésitations et erreurs, mais comme du soft, je peux affirmer que personne va craquer. Voilà. Donc j'espère que ça ira. Il n'y a pas de problème. Courage. Tu vas pas commencer par t'excuser quand même. Et tu sais qu'un homme, par exemple, il se serait jamais excusé d'avance. Voilà. Oui, mais c'est donc pour ne ça qu'on t'excuse pas, Marine. À chaque émission, les sirènes, mi-femme, mi-poiscaille, mais pas morues, sauf quand on le veut, plongent au fond de l'océan de l'information pour vous dégoter dans la malle au trésor du féminisme des sujets brûlants, des histoires passionnantes et révoltantes. C'est la 96e émission ce soir, et comme à notre habitude, nous sommes réunis autour des micros de Westrack avec des sujets en tout genre. Et nul besoin d'être havrais pour nous écouter, ou havraise, puisque le chant des sirènes est disponible en podcast sur toutes les plateformes. Alors, abonnez-vous et retrouvez un nouvel épisode tous les mois. Alors, on va vous partager nos coups de cœur, nos coups de gueule, les histoires de celles et ceux qui œuvrent pour l'égalité. Et on va aussi vous parler de ceux qui n'œuvrent pas pour. Voilà. Installez-vous confortablement, montez le son, car ce soir, les sirènes vous ont concocté des petits bonbons sonores. Doris, ce soir, pas de meurtre, de sang et de larmes, mais un sujet scientifique. Tout à fait. De quoi vas-tu nous parler, docteur Doris ? Je vais vous parler du cerveau et de la différence qu'il y aurait entre le cerveau mâle et le cerveau femelle. Oh, Laura, bonsoir. Bonsoir. Tu étais avec nous le mois dernier pour nous parler de ton métier d'orthophoniste. C'est ça. De sa féminisation, sauf dans les films et les livres. Évidemment, là c'était des hommes et des clichés autour. Alors aujourd'hui, comme Doris, tu vas nous parler du cerveau, mais de quelle façon ? Alors moi, ce sera le cerveau, mais dans les AVC, donc un peu moins sympa, mais sur l'inégalité aussi qu'on retrouve entre hommes et femmes. Et mais Caroline est là aussi. Oui, elle n'est bonsoir. pas à faire la présentation, elle est là. Bonsoir Caroline. Bonsoir. La semaine dernière, tu nous as fait hurler de rire avec ta séance d'hypnose féministe. De quoi tu vas nous parler cette semaine ? Ce soir, je vais vous parler de vélo. Je vais vous parler de la petite reine avec ma voix de petite princesse. D'accord. Et bienvenue Anne-Laure. Hello. On partage le micro parce qu'on est beaucoup autour de la table ce soir. Alors, le mois dernier, tu étais notre invitée pour parler de ton enquête sur les féminicides politiques et tu rejoins le gang des sirènes. Ce soir, tu vas nous parler de quoi ? Ah oui, je m'incruste. Ce soir, je vous parle du congé menstruel. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ? Bon, comme tous les backlash, il y a toujours un petit twist à la fin. Pas mal. J'ai hâte de savoir. Rendez-vous en fin d'émission pour le débat. Il y a aussi Marie, notre sorcière de la mer, qui nous guide sous les flots avec sa baguette de chef d'orchestre. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ? Tu nous as sélectionné plein de choses ce soir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait, ouais, quelques morceaux et puis une petite news aussi sur un rapport de l'ONU justement sur les préjugés sexistes qui sont enracinés dans les sociétés qui n'ont pas diminué en 10 ans. Ah bon ? C'est tout un programme. ça. Et ouais, le chemin est long. Pourtant, on est là depuis 96 émissions et ça n'a pas changé. Non. J'ai cru que t'allais t'arrêter depuis 96. Moi, je suis Non, là depuis t'étais pas plus née de encore. 96. Et Tiffaine est là aussi ce soir. Bonsoir Tiffaine ! Bonsoir ! Un tonnerre d'applaudissements pour Tiffaine ! Ouais ! Je comprends. Tu seras avec nous durant toute l'émission et à la fin, tu nous feras une petite annonce. Exactement, comme je suis une star, il va Voilà. falloir que je fasse les choses bien, quoi. Suspense. Meilleur pour la fin. Alors ce soir, un programme de gros cerveaux où nous allons réfléchir ensemble au monde, à son actualité, à ses biais, à ses injustices, mais aussi à ce que l'on peut faire pour rendre le monde plus beau, comme dans une émission d'écho de Valérie Damido. Mais avant de poser le papier peint et de maroufler comme il se doit, on démarre cette émission en musique.
Marie, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ? Alors, le mois dernier, je vous disais que je sortais du festival Foul Weather et que j'allais vous préparer une petite playlist aussi avec des groupes que j'ai découverts sur ce festival. Et je vais vous parler et on va écouter un morceau du groupe Nice Biscuit qui vient de Brisbane en Australie, qui crée sa propre vision du rock psychédélique et garage en mêlant des mélodies vocales harmonisées et des grooves instrumentaux entraînants. Les deux chanteuses Billy Starr et Grace Kuhl apportent leurs harmonies vocales éthérées et puissantes, leurs mouvements synchronisés, parce que sur scène, voilà, elles font des petites danses synchronisées un peu à la robot, c'est très cool. Elles ont des costumes assortis, élaborés pour créer une performance live visuelle stupéfiante. Bref, un tourbillon d'exploration sonore. On écoute tout de suite Nice Biscuit avec le morceau Fame Shame. Alors voilà, nous sommes de retour dans le chant des sirènes. Ce soir, nous allons échanger au fil de l'eau sur des sujets qui parlent des femmes et des hommes et du cerveau. Et ce soir, Doris, tu vas nous parler de toutes les conneries qu'ils ont dit dessus. Voilà, et ils en ont dit beaucoup. Alors, figurez-vous, mesdames, qu'avant le XXe siècle, les hommes pensaient que le cerveau des femmes, du fait de sa plus petite taille par rapport au leur, était moins intelligente. Ainsi, l'éminent Thomas Gisborne, théologien anglican, prêtre et poète, qui pourtant à sa décharge a combattu l'esclavage en Angleterre, disait dès le début du XIXe siècle, je cite, que les femmes étaient naturellement adaptées au travail domestique, mais pas aux domaines propres aux hommes, tels que la politique, la science ou les affaires. Bah tiens. Simone Veil, Marie Curie et Ho Ching de la Temasek Holding, avec ses 41 milliards d'euros de chiffre d'affaires, apprécieront.
Et il n'était pas le seul à divaguer de la sorte. Son congénère, Herbert Spencer, philosophe et sociologue, d'abonder en disant que les femmes étaient, je cite toujours, incapables de penser de manière abstraite et ne pouvaient pas comprendre les problématiques de justice et étaient seulement capables de comprendre les questions relatives aux soins. Tu vois le genre, la mère dévouée à son mari et ses enfants, schéma social au demeurant, qui pour bon nombre reste d'actualité. Même Freud, le fameux, dont on ne peut se permettre de remettre en question son apport dans le domaine de la psychanalyse, on peut d'ailleurs si on veut finalement, surenchérissait en déclarant que les femmes étaient moralement moins développées concernant le concept de justice et que contrairement aux hommes, elles étaient plus influencées par les sentiments que par la pensée rationnelle. Tu vois, nous on s'habille en rose et on est discrète, et j'en suis la preuve formelle. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que tous ces messieurs deviennent plus raisonnables en admettant enfin que tout comme la valeur n'attend pas le nombre des années, l'intelligence n'attend pas la taille en centimètres. C'est valable aussi pour la bite, pas la peine de chausser du 20 cm pour assurer ses arrières. Bref, quoi qu'il en soit, les préjugés ayant la vie dure, certaines croyances persistent au-delà de la preuve par la science. Dans un très chouette article du site maxiscience.com sont démontées 4 idées reçues sur les différences entre hommes et femmes. Number 1. Les hommes ne savent pas faire plusieurs choses à la fois, mais les femmes, si. Faux, archi faux. Selon Maxiscience, le cerveau masculin comme féminin est incapable de faire plus de 2 tâches à la fois. Et encore, même lorsqu'il n'y en a que 2, ces tâches ne sont pas réellement simultanées. Tout ceci démontré par des chercheurs français dans une étude menée en 2010. Je cite, « Grâce à l'imagerie à résonance magnétique, IRM », je viens de vous apprendre aussi un acronyme sur ce coup, ils ont montré que lorsque le cerveau fait face à 2 activités, il est en quelque sorte divisé en 2. Une zone particulière du cortex préfrontal s'active alors pour jouer le rôle de commutateur et faire passer l'attention d'une tâche à l'autre de façon si rapide que l'on n'en s'en rend même pas compte. D'où l'impression de faire 2 choses en même temps. En revanche, d'après les chercheurs, inutile de tenter 3 activités simultanées, le cerveau n'y parviendrait pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation car je peux boire, fumer et rire en même temps. Number 2. Les garçons sont plus doués en maths. Ceci s'appelle un stéréotype. Pourquoi les hommes sont plus enclins à intégrer les filières scientifiques ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a tellement seriné les filles en leur disant qu'elles étaient moins douées dans ces domaines qu'elles ont fini par le croire. Number 3. Les femmes ne savent pas lire une carte routière. Encore un stéréotype véhiculé, c'est le cas de le dire, par les hommes. Moi, sur mon GPS, j'ai choisi une voix de femme. D'une part, car je n'ai pas envie qu'un homme me dicte ma conduite. D'autre part, j'affirme ici que la dame de mon GPS est super balèze pour m'indiquer les trajets. Blague à part, une étude menée au Mexique ayant proposé à des femmes et à des hommes de retrouver leur route pour collecter des champignons, je vois pas pourquoi pour collecter des champignons, mais enfin c'est comme ça, aurait conclu que les premières naviguaient plus efficacement que les seconds. Les femmes et les hommes n'utiliseraient pas les mêmes stratégies pour s'orienter, les hommes se créeraient des sortes de cartes mentales, les femmes, elles, auraient tendance à mémoriser des points de repère. Number 4, les filles seraient plus pipelettes que les garçons. Encore un stéréotype, car en réalité, les hommes et les femmes utiliseraient quasiment le même nombre de mots par jour. La seule différence, dans certaines situations, notamment un contexte public formel impliquant un large groupe, les hommes tentent à parler davantage que les femmes, qui à l'inverse deviennent plus bavardes que les premiers dans un contexte plus intime et informel. Voilà ce que l'on appelle désormais le mansplaining, qui est la contraction de l'anglais man, homme, et explaining, explication. Oui, c'est un fait, c'est moi qui le dis. Des hommes, pas tous, en société pavoise, affirment, coupent la parole à grand renfort de voix déployées. Et vous les filles, qu'en pensez-vous ? C'est pas faux. Est-ce que vous avez rencontré des exemples de mansplaining ? Tous les jours, non ? Jamais vu ça. Je côtoie pas d'hommes. Et pas d'expérience particulière ? Ah si. Moi, Bah, moi, je sais que par exemple, ça rejoint un peu le mansplaining, mais par exemple, j'avais lu dans un article que si une femme s'adresse en parlant d'un sujet, on va dire un peu complexe à une assemblée, et qu'un homme fait le même discours devant une autre assemblée, il va être beaucoup plus écouté et pris au sérieux que la femme. Donc c'est aussi un exemple
Qui rejoint le mansplaining. Voilà, donc c'est encore une pression sociale, enfin c'est quelque chose comme ça. Moi, une fois, j'ai été... alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais les chargés de communication sont souvent des chargés EES, parce qu'on est très doué pour les métiers de la communication, c'est bien connu. Je me suis retrouvée dans une assemblée avec des chargés de communication ou des responsables de structures culturelles. Il y avait un bon panel de femmes, je dirais sur 10 personnes, il y avait 9 femmes, il y avait un homme. Et comme j'avais prévu de me taire, puisque je n'aime pas du tout participer à ce genre de rencontres, j'ai pu observer, et j'ai vraiment observé ce gars qui, tel un paon, déployer ses plumes, parler beaucoup plus fort, intimer des choses. Et là, je me suis dit, ça aurait dû être filmé, en fait. Mais tu sais quoi, justement, je pense que les femmes étaient mal à l'aise du fait qu'il n'y ait qu'un seul homme. Et du coup, se sentaient un peu responsables de se dire, il faut quand même qu'on lui laisse la parole parce que c'est le seul homme. Alors que dans la situation inverse, jamais les hommes se seraient dit ça. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu d'ancré comme ça dans les femmes. Mais en fait, il ne la demandait pas, la parole. Il l'apprenait, quoi. Il l'apprenait, il assénait les choses, il parlait très fort comme ça, il tenait, quoi. Et on lui coupait pas la parole. Et on lui coupait pas. De toute façon, on n'aurait pas pu parce qu'il parlait tellement fort. Mais le meilleur exemple, c'est les réunions familiales, j'ai l'impression. Enfin, les vieux tontons qui déblatèrent. Toi, t'essaies de parler, puis en fait, t'as jamais. Alors, je relativiserai. Raison. Je relativiserai parce que j'ai tendance aussi à avoir. À être un vieux tonton. À être un peu. Avoir un côté tonton. Moi, j'ai un exemple là récent, c'était assez affligeant. Du coup, dans une fédération qui parle de musique et d'égalité dans les centres des radios, etc. On se posait un peu la question déjà de parité, du nombre de voix de femmes comparées aux voix d'hommes et tout ça, enfin des voix féminines, des voix masculines à l'antenne. Bref, et du coup, on a décidé de monter un groupe de travail sur ça. Le fameux groupe de travail. Et qui voulait en faire partie, on faisait partie, donc il fallait s'inscrire. Et en gros, il y a vraiment un gars qui, en plus, depuis le début, dit qu'on l'emmerde avec ce sujet, qui s'est inscrit. Donc déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il fout dans cet atelier si on l'emmerde avec ça. Et en fait, il a pris la parole du début à la fin pendant 2 heures. Il laissait personne en placer une, mais pour nous prouver juste par A plus B que vraiment ça servait à rien, quoi. Enfin, genre, mais de toute façon, la parité, pourquoi ? Et t'essayais de prendre la parole, tu ne pouvais pas. C'était impossible. Une grosse balle dans le pied, en fait. C'est une grosse balle dans le pied, Et peut-être si on va peut-être conclure ce débat parce qu'il y a d'autres choses à venir, mais quand on avait organisé la journée contre les féminicides, c'est pareil, dans les invités il y avait un homme et il semblait beaucoup mieux savoir que nous ce qui se passait à ce niveau-là, quoi. Voilà. Alors moi, j'ai toujours le truc qui me fait rire quand je vais voir des conférences en librairie ou à l'université ou des choses comme ça. Les femmes ont des questions, les hommes ont des remarques. Ouais. C'est toujours très... Pas de questions. Et qui viennent expliquer généralement à la chercheuse ou à l'autrice ce qu'elle a écrit. Donc c'est toujours un peu agaçant. Mais effectivement, nous allons continuer, Marie. Avec un petit morceau. Ouais, un petit musical. Alors, je vous propose d'écouter un morceau de Oumou Sangaré, qui est une chanteuse et compositrice malienne. Elle est considérée comme une ambassadrice au Wassoulou, sa musique étant inspirée des musiques et des danses traditionnelles de la région. Elle écrit et compose ses chansons qui s'appuient sur une forte critique sociale concernant notamment la place des femmes dans la société. Et à travers ses chansons, la diva malienne relate les réalités de son pays et condamne les pratiques traditionnelles qui brident les femmes. On écoute donc le morceau Wassoulou Donne de Oumou Sangaré. Wasulunga
ko ay ko kan te foila kamere ngoni foko ay ko kan te foila ni ndongili labate anna antola e koliso ilole misidi ba ilole hoteli ba ilole anna foro akotolo tese besta wasolungono Dadi du nundonge kadonge jagbawara donge kadonge kakugu donge kadonge kamarengoni donge nindi alene ye wasolonga ini wadalene ma tolonde wo nindi alene ma wadalene ma nindi alene wasolonga ini wadale ama tolonde sa wasolonga ani wo wasolo bade yakuma de be wasolo ani wo wasolo siji yakuma te ba wasolo na wo wasolo kabaka sa te ba wasolo ani wo wasolo sanu le te ba wasolo ani wo wasolo fengene te ba na wasolo ne na wo wasolo mo yakuma de be wasolo ne na wo wasolo ba ja wasolo ngadi Vous êtes de retour dans l'émission Le Chant des Sirènes sur Westrack Radio. Alors, Doris vient de nous parler des gros cerveaux qui causent le cerveau n'importe comment. Elle est partie, et on a ordre de ne pas dire de bêtises sur elle maintenant qu'elle est partie. Non, mais quand même, Doris, faut qu'on le dise. Franchement, là. Et maintenant, c'est Laura qui va nous parler donc des AVC. Oui, on reste dans le thème du cerveau. Donc on l'aura bien compris, même si les hommes ont un cerveau parfois légèrement plus volumineux que les nôtres, enfin bon, on n'a pas vraiment compté tous les neurones dans le cerveau, finalement les études montrent que les cerveaux des hommes et des femmes sont quand même plutôt similaires, en beaucoup de points. Donc les femmes savent lire une carte routière et faire des multiplications en même temps, si on a bien suivi Doris, la double tâche. Toujours est-il que d'un point de vue neurologique, encore une fois, nous ne sommes pas égaux. Donc je vais vous parler notamment du trouble neurologique spécifique, l'AVC, que tout le monde connaît. Et donc pourquoi les hommes et les femmes ne sont pas égaux face aux AVC ? Donc depuis plusieurs années, les femmes sont davantage victimes des accidents vasculaires cérébraux que les hommes, alors qu'avant c'était la tendance inverse. Et pourtant elles sont peu prises en compte par la recherche scientifique. Toutes les études en fait pour l'instant sont faites en général sur les hommes, alors que majoritairement maintenant c'est les femmes qui en sont victimes. Et donc en France, c'est même la première cause de décès chez les femmes, les maladies cardiovasculaires et notamment l'AVC. Une étude a été faite par une femme, la docteure Charlotte Cordonnier, qui travaille au CHU de Lille. Elle était entourée d'une équipe d'ailleurs exclusivement féminine, de médecins et de chercheuses. Et donc elles ont fait la synthèse de toutes les données qu'elles ont reçues. Et les résultats de ce travail, publiés dans la revue Nature Reviews Neurology, expliquent qu'à l'hôpital, elles prennent en charge de nombreuses femmes pour des AVC, mais elles se sont aperçues qu'il existait très peu de données les concernant, et les traitements sont testés sur les hommes, et souvent sur des hommes jeunes. Donc il va falloir changer déjà un petit peu les études, et puis inclure un peu plus les femmes. Pourquoi est-ce que les femmes sont plus touchées ? Il y a plusieurs explications. Déjà, parce qu'on vit plus longtemps. Bon, ça c'est un point positif. Deuxièmement, parce que certaines hormones présentes uniquement chez les femmes influencent la coagulation du sang. Ça, c'est moins positif. La prise des contraceptifs, évidemment, et les grossesses augmentent les risques d'hypertension et donc les risques d'accidents vasculaires. Encore un peu moins cool. Et donc, pourquoi les femmes sont moins bien prises en charge ? 2 hypothèses maintenant. Elles sont souvent plus âgées lorsqu'elles font un AVC. Elles ont souvent d'autres pathologies qui sont associées, et donc pas évident de faire la part des choses. Elles ont des symptômes surtout qui sont moins évidents ou moins traditionnels que chez les hommes. Et du coup, il y a des retards de diagnostic et des retards de traitement chez les femmes.
Dans une des revues encore de neurologie, ils ont relevé qu'après un AVC, les femmes reçoivent moins souvent les traitements thrombolytiques. Ce sont les traitements par intraveineuse qui permettent justement en général, dissoudre les caillots qui obstruent les vaisseaux sanguins, alors que les hommes, quasiment systématiquement, reçoivent ce traitement. Donc, tout ça pour dire que les femmes, soyez bien vigilantes, écoutez-vous, car même si on a des cerveaux similaires, on ne reçoit pas les mêmes soins, car il y a quand même beaucoup d'inégalités. N'ayez pas peur de consulter aussi, même pour des symptômes qui peuvent sembler minimes. Et surtout, n'ayez pas peur d'insister auprès des médecins, qui parfois ne prennent pas au sérieux les plaintes. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup, Laura. Et justement, c'est quoi les symptômes pour les femmes de l'AVC? Ouais. Alors, normalement, les symptômes classiques, on va dire chez tout le monde, c'est évidemment une paralysie du corps, du mal à parler, le visage avec une paralysie faciale d'un côté, voilà, une douleur très importante dans un membre. Mais chez les femmes, en fait, justement, c'est souvent très amoindri. Donc, il va y avoir une paralysie très peu visible, le langage va pas forcément être touché, et donc ça va être, on va sentir des fourmillements, mais on va pas se dire, on va pas penser tout de suite à l'AVC parce que ça va être moins important. Je crois que si on a un doute, il y a un espèce de move de tu lèves le bras et t'épelles ton prénom et genre tu récites l'alphabet, tout ça, et en fait si tu te rends compte que t'y arrives pas, c'est qu'il y a un problème. Alors oui, mais tu peux aussi y arriver et quand même être en train de faire un AVC. Donc c'est vrai que c'est Méfiance. pas... Bon, de toute façon, il faut plutôt en fait surveiller sa tension et surveiller de manière générale sa santé. Si on n'a pas d'hypertension, si on n'a pas plusieurs facteurs qui s'entrecroisent, normalement tout va bien, hein, mais voilà. Il faut surveiller quand même sa santé. Partir hypochondriaque d'ici. Non, voilà. Non, c'était pas le but. Je vais lever les bras, je vais voir si j'arrive à appeler mon nom. Voilà, parce que je suis hypochondriaque au dernier degré. Mais il me semble que aussi pour la crise cardiaque, les femmes n'ont pas les mêmes symptômes. Oui. Et ouais, que du coup, elles ne sont pareil. pas prises en charge non plus, et qu'il y a plus de temps de retard pour renvoyer justement les pompiers, le SAMU, vers les etc. urgences. Et que du coup, elles meurent c'est plus des maux de rapidement. ventre, c'est ça? C'est quand même personne ne le sait. Bah oui, c'est ça. Ça peut être des symptômes complètement différents, quoi, que de sentir la poitrine qui se serre ou. C'est fou. Donc oui, après, en effet, il faut pas au moindre petit fourmillement, il faut pas se ruer aux urgences, mais je pense qu'il faut quand même avoir un œil sur ça, parce que finalement, il y a maintenant beaucoup plus d'AVC chez les femmes, et c'était pas trop le cas il y a une trentaine d'années, quoi. Et c'est lié notamment au fait que les essais sont pas représentatifs, parce que pas faits forcément sur les bons publics, et les femmes sont assez peu représentatives. Et on avait déjà parlé ici, je crois, c'était aussi dans un autre registre, tout ce qui concerne la sécurité routière. En fait, les tests sont faits sur des mannequins qui représentent des hommes. Et donc, forcément, quand les accidents arrivent sur les femmes, c'est pas anticipé de la même façon, et on n'a pas analysé les choses de la même façon, et tout est vu tout le temps Très souvent, par le biais de la représentation masculine et non pas féminine. Ou le diagnostic de l'autisme aussi. Les petites filles autistes, c'est très récent que finalement ils se sont rendus compte qu'elles n'avaient pas les mêmes symptômes que les petits garçons, et que l'autisme était que pensé sur le prisme des petits garçons, quoi. C'est quand même un truc de ouf. Il y a encore du boulot. Et oui. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. Enfin, il y a beaucoup de recherches qui sont vraiment dirigées pour les hommes et pas pour les femmes, quoi. Ou sur la prise beaucoup de maladies, ou sur la prise de soins en général, parce que les femmes sont mal prises en charge. Et quand on est une femme racisée, c'est encore pire. Et quand, c'est pareil pour les questions d'autisme, pour les enfants qui ne sont pas blancs. Il y a des choses... Il y a une enquête qui est super intéressante à lire, c'est Mauvais traitement, de Delphine Bauer et Ariane Puccini, qui est sortie au Seuil il y a 2 ans, sur ça, sur pourquoi les femmes sont exclues de la recherche médicale et les conséquences que ça a. Très bien. Bah oui, elles sont moins importantes. Hein, ouais, c'est ça, la réponse, Marie vient de la donner. C'est malheureusement ça. Hein. Mais bon. Allez, sur ces bonnes paroles, le temps est bon, le ciel est bleu et le monde est un endroit merveilleux. C'est le moment des news. Jingle News. Alors Marie, en début d'émission, tu nous as dit que tu avais une petite news à nous partager. Oui, tout à fait. Alors c'est le programme des Nations Unies pour le développement, qui s'appelle donc PNUD, qui vient d'être mis à jour le 12 juin dernier. Qui a mis à jour son indice des normes sociales de genre, dont les nouvelles données révèlent que les préjugés à l'encontre des femmes n'ont pas diminué dans le monde ces 10 dernières années. Une décennie de stagnation.
Pour mettre à jour en fait cet indice, le PNUD a utilisé les données du World Value Survey, qui est un projet international sur l'évolution des valeurs et des croyances dans le monde, dans 80 pays couvrant 85% de la population mondiale. Donc l'indice intègre des dimensions politiques, économiques, liées à l'éducation et à l'intégrité physique. Donc chez les hommes comme chez les femmes, les normes sociales fondées sur les préjugés de genre sont largement répandues dans le monde. Près de 90% de la population a au moins un préjugé sexiste parmi les 7 qui sont passés en revue dans cette étude. Donc les préjugés sexistes sont vraiment enracinés dans les sociétés, malgré d'importantes campagnes mondiales et locales pour les droits des femmes, comme le hashtag MeToo, ou autres. Ces préjugés sont répandus chez les hommes et chez les femmes, donc suggérant qu'ils sont profondément incrustés et influencent les hommes et les femmes à des degrés similaires. Bref, ils ont prononcé dans les pays à indice de développement humain, poursuit le rapport, ils ont, je le lis très très mal là, ils sont prononcés, ces préjugés perdurent selon les régions, les revenus, le niveau de développement et les cultures, ce qui en fait vraiment un problème mondial, n'importe où, dans n'importe quel... classe sociale ou autre. Donc le rapport soutient que ces préjugés constituent de véritables obstacles pour les femmes et conduisent à des violations de leurs droits. Les données de l'enquête reflètent cette atteinte aux droits des femmes en mettant en lumière le chiffre glaçant. Donc 25% des personnes interrogées trouvent justifiable pour un homme de battre sa femme. Voilà, donc dans le monde entier. Et seulement 27% estiment qu'il est essentiel pour la démocratie que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Voilà, donc l'agence de l'ONU note encore que près de la moitié des personnes interrogées, donc 46%, estiment que les hommes ont plus droit à un emploi et presque autant, 43%, que les hommes font de meilleurs dirigeants d'entreprise. Voilà. Ils ont donc, des plus petits cerveaux, ceux-là, du coup. Ouais, donc alors cette stagnation des préjugés, elle intervient aussi dans un contexte de recul du développement humain en général, lié notamment à la pandémie du Covid. Les normes sociales qui limitent les droits des femmes sont également préjudiciables à toute la société dans son ensemble, freinant les progrès du développement humain. A commenté dans un communiqué Pedro Conceição, qui est directeur du bureau du rapport sur le développement humain. Et voilà, qui dit que tout le monde y gagnera si la liberté et le pouvoir des femmes sont garantis. Et on en est encore un peu trop loin. Voilà. Et je voudrais juste aussi saluer un groupe aussi qui s'appelle Bird in Row, qui a annoncé il y a quelques mois, au mois d'avril je crois, qu'il ne participerait, qu'il ne viendrait pas jouer, un groupe de musique hardcore punk, qui était programmé donc au Hellfest et qui a décidé de ne pas aller jouer au Hellfest, alors que pourtant c'est pour cette scène-là c'est vraiment un gros festival très important, parce que voilà, ils trouvent que le festival n'est pas, l'organisation du festival est pas très claire en fait sur les mouvements, justement hashtag MeToo, parce qu'ils ont eu des problèmes aussi. Il y a une ancienne stagiaire qui avait 25 ans durant les faits, qui a porté plainte en fait contre son tuteur de stage, et que voilà, il y a pas mal aussi de néo-nazis dans ce festival, avec les groupes de métal et tout ça, et que le festival n'est jamais très clair sur ce genre de propos, quoi. Et je trouve ça bien parce qu'il y a beaucoup de salles du coup qui ne veulent pas programmer des groupes ou des artistes qui ont un hashtag MusicToo ou MeToo, et je trouve ça bien aussi que des groupes commencent à s'engager et apporter des valeurs vraiment politiques pour dire non, nous en fait on veut pas aller jouer dans cette salle-là parce qu'il y a eu du harcèlement ou autre. Et je trouve ça très intéressant ce qu'ils ont fait. Donc voilà, big up Bird in Row. Bravo à eux. Bravo. Parce que c'est pas simple de dire non à un festival, surtout de la taille du Hellfest. Tout à fait. Donc, Non, mais c'est la première année où quand même il y a un sujet autour du Hellfest. Alors ça reste dans un microcosme de gens qui savent. Mais c'est la première année où il y a vraiment un sujet, alors que ça fait des années que c'est. Ça fait des années que c'est toléré en fait. L'interview du directeur programmateur, elle est vraiment à vomir. Oui, quand il dit que tant qu'il a pas complaisance, vu un homme battre sa femme, il va rien dire en fait. Donc, faut vraiment... Que pour lui, la musique c'est pas politique et qu'il a pas à prendre de position sur un choix artistique. Enfin, ça doit pas rentrer dans un choix artistique. Des allégations ou des accusations en tout cas de violence ou de viol ou voilà. Donc c'est bien qu'en même temps cet horrible article qui a été paru, je crois, en Ouest France, quelque chose comme ça, soit un peu partagé sur les réseaux pour que chacun se fasse son propre avis sur ce genre de festival. Peu devant leur porte. Ouais.
Et ça vaut pour tous les festivals, que ce soit le festival de Bien Cannes sûr. ou le festival d'Angoulême. Tout à fait. Ah oui, ça fait avancer les Le premier choses. que t'as cité, c'était quoi là? Le Festival festival de. J'ai jamais entendu parler. C'était Cannes, Canet, tu sais, Voilà. Canet, Ah, c'est d'accord. quand tu passes l'arme à gauche. Ça. Sur les news locales, on voulait juste revenir sur Tout à fait. la marche des fiertés qui a eu la semaine dernière, qui était une très belle marche avec beaucoup de monde sous le soleil et qui n'a pas été gâchée par les petits connards qui ont essayé de le faire. Donc voilà, on doit quand même le dire, il y a eu un collage LGBTQ Sur la Halle aux Poissons, Halle aux Poissons. Le local du refuge a été vandalisé et une personne s'est fait agresser aussi. Donc voilà. Mais la marche Ouais, de fierté donc, était belle. Pour ouais. ceux et celles qui n'auraient pas vu passer le collage, c'était LGBT hors de nos villes avec des Croix celtique. des croix celtiques à la place des hauts. Et c'est vrai que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'actions en fait de l'extrême droite. Alors je sais pas si, enfin ouais, de l'extrême droite, notamment à Rouen aussi, un groupuscule qui s'appelle les Normaux. Donc leur petit slogan c'est hommes, femmes, blancs, hétérosexuels, qui ont donc fait une pétition contre la venue de Medine à l'Armada. Donc il a quand même joué parce que la région a refusé de déprogrammer l'artiste, ce qui est très bien. Il y a une lettre ouverte aussi du SMA là, qui est sortie ce week-end justement qui Syndicat des musiques actuelles. Voilà, du syndicat des musiques actuelles qui Autre acronyme. qui dénonce en fait le fait qu'il y ait des groupuscules comme Civitas, des extrémistes religieux qui ont bloqué des concerts, qui arrivent à annuler des concerts. Enfin, la liberté d'expression, elle est fragile, il faut la protéger. Et du coup, c'est Normaux là à Rouen aussi, après le tragique événement de Annecy, ont rubalisé l'entrée d'un parc avec une pancarte avec écrit parc fermé pour cause d'immigration massive. Donc en fait, ils ont pu, voilà, ils sont très à l'aise maintenant. Ils revendiquent ce qu'ils pensent. Il y a aussi un nouveau groupuscule Active Club qui vient un peu des États-Unis, où c'est vraiment un truc communautaire d'extrémistes de droite, voire de néo-nazis, voilà, qui s'entraînent au combat et qui préparent plein d'actions très sympathiques. Donc voilà, restons sur nos gardes et non, pas de fachos dans nos villes et voilà. Mais je me permets, mais Ah bah bien sûr. quand je vois le collège, pas de LGBT dans nos villes, ça me rappelle Hors vraiment de nos villes. oui. En tout cas, ça me rappelle ce qu'avait dit comment s'appelle-t-il déjà cet enfoiré. Il y en a beaucoup. Hein. Éric Zemmour, On va faire par ordre alphabétique. Zemmour, Michel Onfray, Houellebecq. le directeur du Front National. En gros, quand ils sont venus au Havre, Bardella. Bardella a dit quasiment la même chose. Il a dit nous sommes d'ici chez nous, au Havre. Et ce à quoi Medine avait répondu, en l'occurrence non, c'est nous qui sommes chez nous. Et là, quand on voit hors de nos villes, voilà, Il y a c'est eu terrifiant. aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans plein de villes en ce moment et faut résister. Ils sont pas nombreux, mais ils se font. du bruit. Le truc, c'est qu'ils ont une véritable organisation, quoi. Ils sont pas nombreux, mais ils sont très très organisés. Et dès qu'il y a une action ciblée quelque part, ils savent se réunir et ils savent passer à l'action très vite et de façon très efficace. Et c'est ça qui est effrayant. Ouais, il y a eu 2 arrestations aussi justement à Rouen. Là, je lisais tout à l'heure un article après le concert de Medine. En fait, pareil, des néo-nazis qui ont gazé des gens dans la rue, 2 personnes, et qui se sont fait arrêter par la police, qui avaient un couteau, qui avaient des bombes lacrymo, des trucs sympas quoi pour se fighter quoi. Voilà, des bonnes news encore sympa. aujourd'hui en fait. On n'arrive pas à donner des nouvelles un petit peu réjouissantes. Hein. On n'avait pas dit d'ailleurs qu'on arrêtait de donner des nouvelles. C'est pour ça que je ne participe plus à ce moment d'actualité, parce que j'ai dit que tant qu'il n'y avait pas des nouvelles positives, je ne présentais pas d'actualité. On essaiera d'en trouver. Pour la prochaine, on en essaie d'en trouver. Ah si, la démission de Darmanin. Ah ouais, Ah non, pardon. Mais il fallait me prévenir qu'il fallait apporter du champagne aujourd'hui en Ça fait. veut dire qu'il a démissionné. Alors aussi, on va faire nos petites recommandations de lecture, si vous en avez. Est-ce que vous avez des choses à recommander, culture, films, livres? Moi, je voulais recommander ce petit livre que je tiens entre mes mains en ce moment, PD. C'est un bouquin qui est sorti chez Point, donc c'est une collection féministe qui est pas chère du tout, qui ont republié des Pentes, par exemple. Et ce qui est trop cool, c'est que c'est plusieurs textes de 8 PD qui soient
auteurs, militants. Voilà, ils racontent un peu soit leur témoignage, soit ce que c'est qu'être PD aujourd'hui et en quoi ces identités sont multiples. C'est pour ça qu'il y a un S à PD. Et je voulais juste lire un petit extrait, histoire que ça vous donne vraiment envie de le lire. T'es-tu senti assez coupable, PD, de respirer, de sourire, de baiser, de danser, de penser, de mourir, d'avoir mal aussi parfois et encore le culot de le dire? PD, as-tu demandé pardon? As-tu pensé à confesser, PD, les crimes qui pèsent sur tes épaules depuis que tu es un enfant? Tous les coups que tu as reçus dont on ne sait plus trop quoi faire? Tous ces mots lancés contre toi, autant de couteaux dans ta chair, que d'aucuns jalousent en secret? Tes pleurs ne sont-ils pas obscènes, PD? Tes mots fatiguent, PD, comme tes mots encombrent, PD. Ton « nous » n'est rien qu'un jeu suspect, PD. Même ce mot, on te le confisque, PD. On te dit qu'il ne s'écrit plus, PD. Que dans leur bouche, pour ta gueule, PD. Mais surtout jamais dans ta voix, car PD, nous, n'existe pas. Voilà, moi je trouve ça trop beau. Mais qui a écrit ce passage-là, justement? Ça, c'est Camille Dessombre, enfin c'est le nom qu'il a choisi pour ce texte. C'est aussi Mathieu Fouché. C'est un journaliste et militant très chouette. Belle recommandation. Merci. Et moi je vais recommander pour la deuxième fois, parce qu'elles ont été... nominées aux Outdoors. Aux Outdoors, toujours Julie et Daphné Guillot pour S'il suffisait qu'on s'aime. Elles n'ont pas eu le prix, mais elles ont eu le prix de mon cœur. Donc lisez la BD S'il suffisait qu'on s'aime de Daphné et Julie Guillot. Voilà. Eh bien, c'est parti. On fait une petite pause musicale, Marie. Ouais, donc on va écouter un groupe que j'ai découvert aussi au Fall Weather. Et je vous assure que les punks ne sont pas morts, hein, et surtout pas à Melbourne, qui est la capitale du rock extrême, donc en Australie. D'où sort ce trio intraitable, hein, un power trio. Donc c'est le format idéal pour le rock, hein, simple et efficace. Guitare, basse, batterie, rien de superflu. Clem, qui a déjà beaucoup fait parler de lui en Australie, malgré le jeune âge de ses musiciens, depuis son émergence au sein de la foisonnante scène underground de Melbourne, devrait maintenant tout emporter sur son passage dans le reste du monde. Musicalement, on est dans l'application rigoureuse des règles du genre, avec des morceaux rapides au refrain facilement mémorisable, avec une guitare saturée et une rythmique puissante, un chant passionné qui porte une saine colère, mais surtout une réflexion amère sur notre état à tous. On écoute donc Claim avec le morceau Beat Much.
vous êtes de retour dans le chant des sirènes. Nous venons d'écouter Claim et c'était énergique. Voilà. Ouais. Donc, À pas confondre avec énergie, on est bien sur West Track. voilà. Exactement, avec Bit Much, qui ne veut pas dire trop de... Bref. Donc, Caroline, tu sors du train, mais ce soir, tu vas nous parler d'un autre moyen de transport, le vélo. Tout à fait. Ce soir, je me livre. Je vous parle de liberté. Je vais vous parler de vélo plutôt. Et comme le disait si bien Omar Sharif, le vélo, c'est mon dada. Jamais sans mon fidèle destrier, je cavale à travers la ville sur mon vélo au quotidien et dès que je peux, je fais des petites échappées sur les routes, dans les campagnes, le temps d'une journée ou plus, #cyclotourisme. Plus qu'un moyen de locomotion, justement, je crois que je peux dire que j'ai vraiment le vélo dans le sang. J'aime la sensation de liberté, de légèreté qu'il me procure, j'aime être en mouvement au grand air, non pas que je fasse partie de ces mordus de vélo qui parcourent des centaines de kilomètres en une journée ou qui fassent le tour du monde sur la petite reine. Moi, je suis une cycliste du dimanche. Enfin, non. Justement, pas du dimanche, une cycliste de tous les jours, sans pression, sans rechercher l'exploit sportif ou le dépassement de moi. Et justement, cette passion pour le vélo, elle me vient des cyclistes du dimanche. Ceux qui, le week-end venu, enfourchent leur vélo pour participer à des courses cyclistes dans les petits villages et sur les routes de France. Ces cyclistes amateurs qui passent le moindre de leur temps libre à rouler, qui participent aux courses le week-end avec leur club, qui embarquent toute leur famille dans cette passion. Parce que quand j'étais enfant, le week-end, j'accompagnais mes cousins, cyclistes amateurs, mordus de vélo sur le bord des routes, alors qu'ils participaient à des courses cyclistes. C'était la sortie. On était là pour les encourager, préparer les bidons, les ravitailler pendant la course, commenter les tactiques des autres coureurs. Et pour moi, bien que je sois au bord de la route, dans une fonction finalement assez féminine, c'était déjà un magnifique moment de liberté, une bulle de respiration. L'exaltation de la compétition et de la vitesse, être au grand air dans des petits coins perdus où j'ai appris à contempler les paysages, se retrouver avec d'autres personnes, d'autres familles, un petit goût de simplicité. Et c'est comme ça que j'ai été, sans trop m'en rendre compte, bercée au son des rayons qui vibrent et des pneus sur le bitume, à l'odeur du lycra qui sèche et du plastique des bidons. Et donc, bien évidemment, chaque été, le grand rendez-vous que je ne ratais jamais, c'était le Tour de France. Regarder le Tour de France après le repas du midi, dans le salon avec les volets fermés pour cause de grosses chaleurs estivales, et revivre tous ces moments de liberté à travers le poste télévisé. La compétition, la foule, les paysages, les commentaires, le temps long, une vraie passion pour le Tour de France et pour le vélo. D'ailleurs, petit aparté, j'ai dévoré la série Tour de France au cœur du peloton sur Netflix ce week-end. Et je recommande à toutes celles et ceux qui disent que le Tour de France, c'est juste des mecs sur des vélos et que c'est long et c'est chiant, de regarder. Parce que le vélo, c'est bien plus que ça. Mais par contre, le problème, c'est que, encore une fois, le vélo, c'est bien une histoire de mecs. Et puisque je parle du Tour de France, vous aurez remarqué qu'il s'agit d'une compétition d'hommes. Et qu'en est-il des femmes, me direz-vous ? On en avait parlé déjà ici l'année dernière, enfin, j'en avais parlé, en 2022, lorsqu'avait eu lieu la première édition du Tour officiel des femmes. Alors oui, première édition du Tour officiel des femmes. Alors, la grande boucle pour les femmes n'en était pas vraiment à son premier essai, puisqu'en 1955, plus de 50 ans après l'apparition du Tour de France, une édition unique aura vu le jour, mais sans reconduction pour les femmes, car elle n'aura pas rencontré un franc succès. 4 femmes sur la ligne de départ. Tu m'étonnes que c'est pas un franc succès. Puis, de 1984 à 1989, une version du Tour au féminin était aussi organisée, mais s'arrêta faute d'intérêt des sponsors et donc faute de modèle économique. C'est à cette époque-là, dans les années 80, que surgit l'increvable Jeannie Longo. La cycliste française, la sportive française la plus titrée, plus de 1000 victoires, d'ailleurs plus que les hommes, mais ça on le dit jamais. Elle remporta 3 de ces éditions du Tour féminin dans les années 80 et, à sa façon, porta la voix du vélo féminin. Peut-être avez-vous déjà vu cette scène télévisée improbable aujourd'hui où Jeannie Longo fait face à Marc Madiot et Laurent Fignon, on est en 1987, sur un plateau télé, et ces 2 hommes sont là pour lui dire droit dans les yeux qu'une femme sur un vélo, c'est moche et ridicule, laides sont-elles. Elles sont horribles, elle est horrible cette interview. Si mes sœurs faisaient du vélo, je la renierais. C'est inesthétique. Le vélo, c'est un sport difficile et j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. Ce à quoi Jeannie Longo répond: on ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. Elle en avait dans le cycliste, Jeannie Longo. Et d'ailleurs, entre 1992 et 2009, elle organise le Tour cyclisme féminin, mais sans vraiment adhésion, avec des entraves du Tour officiel et des histoires de dopage par-dessus tout.
Donc ceci n'est qu'un exemple qui illustre la place des femmes dans le vélo encore aujourd'hui. Et pourtant, l'apparition du vélo aura été marquant dans l'histoire de l'émancipation des femmes. C'est en 1817 que le premier vélo fut inventé. Donc c'était à l'époque plutôt une draisienne, on s'asseyait à califourchon et on avançait en donnant des impulsions avec les pieds. Très coûteux à l'époque, c'était principalement réservé aux hommes, d'autant que les hommes ne voyaient pas d'un bon œil que les femmes pratiquent le vélo. Vous imaginez. C'était pas élégant, dangereux pour la fertilité, mais surtout immoral. On sait jamais, il aurait pu qu'elle trouve un peu de plaisir sur cette bicyclette. Qu'elle remonte sa jupe. Exactement. Et elle pourrait s'éloigner de leur devoir conjugal. Il faudra attendre alors 1890 pour que les femmes se l'approprient véritablement. Difficile à enfourcher en robe, les femmes n'ont pas le loisir d'essayer le vélo. Il faudra attendre alors les premiers modèles de vélo qu'on appelle en col de cygne, donc à cadre bas, pour que les femmes, et seulement les plus aisées, commencent à faire du vélo. Mais la bicyclette moderne se démocratise quand même et est rendue accessible à toutes les classes sociales. Son usage se répand donc très rapidement et les femmes sont de plus en plus nombreuses à l'utiliser pour s'adapter aux femmes cyclistes. Les fabricants de vélos développent des modèles avec cadre bas. Le vélo permet en effet de se déplacer librement, sans dépendre des hommes et sur des distances inaccessibles auparavant. Les femmes ont alors gagné le droit de se déplacer où et avec qui elles le souhaitent. La pratique du vélo a aussi accéléré la liberté vestimentaire, et donc le droit des femmes à porter des pantalons, par exemple. L'usage du vélo est en avance sur les lois. À l'époque, les femmes pédalaient encore serrées dans des corsets et robes longues. Le vélo fait alors évoluer les codes vestimentaires, les jupons disparaissent, les jupes se raccourcissent, et un pantalon féminin est créé en Amérique sous le nom de bloomer. C'est au XIXe siècle que la militante féministe et suffragette Amelia Bloomer affrontera les moqueries pour encourager le port d'une tenue révolutionnaire, le bloomer. Donc c'est une culotte bouffante, forme de pantalon, qui offre une plus grande liberté de mouvement que les jupes et jupons de l'époque. Si l'on s'en servait déjà dans le milieu équestre, le vélo a également participé à démocratiser ce vêtement novateur à l'époque pour les femmes. Ce changement est si profond d'ailleurs qu'il va être enregistré par la loi. Deux circulaires en 1892 et 1909 autorisent le port féminin du pantalon, et ce seulement si la femme tient par la main un guidon de bicyclette. Aujourd'hui, tout cela nous semble bien éloigné, et en France, voir des femmes circuler à vélo ne pose plus de questions. Quand bien même, je nuancerais en disant qu'aujourd'hui, circuler en tant que femme en France ne nous permet pas d'échapper vraiment aux agressions ni aux sifflements lorsque la tenue se raccourcit l'été. Petite parenthèse, il y a 2 jours, une femme m'interpelle en me disant sur mon vélo « On voit ta culotte !» D'une, j'ai envie de répondre, d'une, c'est pas vrai. Alors et de 2, et alors c'est quoi le problème? Au moins, t'en avais mis une. Exactement. Ben, c'est sympa pour les autres. Mais quand même, voilà, circuler à vélo reste encore compliqué et source d'insécurité. Il y a beaucoup d'études à ce sujet, mais je vous en reparlerai dans d'autres petites chroniques. Et quand même, surtout aujourd'hui, à l'échelle mondiale, le vélo reste un symbole de liberté pour beaucoup de femmes. En Égypte, en Iran, en Afghanistan, en Zambie et ailleurs, rouler à vélo en tant que femme est un acte militant. Donc, au-delà de son cadre léger, de ses petites roues, de son allure frêle, le vélo, c'est bien plus que ça. C'est un instrument de liberté, d'émancipation, qu'il faut encore s'approprier. Mes queens, n'attendez pas qu'on vous laisse la place, prenez-la. Enfourchez vos petites rênes et tracez votre route sur la voie de la liberté. Merci Caro. Merci. Les petites reines, qui est aussi le titre d'un livre. Oui. Jeunesse, les petites reines. Et j'ai plus le nom de l'autrice. Oui. Bref, qui est à lire et qui est très rigolo. Tu l'as, toi? Non. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce week-end, à la bibliothèque Niemeyer, il y a tout un cycle justement autour des femmes et du vélo. Bien évidemment, comme une cruche, je n'ai pas noté tous les événements, mais il y a une projection, il y a une rencontre avec 2 femmes qui sont parties parcourir voilà, c'est des grandes étendues à vélo. Voilà, il y a tout un cycle à la fin de la semaine là, sur les femmes et le vélo. Et allez à la bibliothèque Niemeyer pour le voir. Voilà. Du coup, t'as fait le vélo tour? Bah non, même pas. Ah non. C'est tous les jours pour moi le vélo tour, tu sais. Il y avait de l'orage. Alors maintenant, on va dépasser. C'est pas grave. Personne c'est pas grave. Alors le 10 mai 2023, une proposition de loi visant à créer un congé menstruel a été déposée par des élus de gauche. Après l'Espagne qui l'a fait en février, la France va-t-elle aussi avoir un congé menstruel? Surtout, est-ce une bonne idée? Anne-Laure, tu es là pour nous en parler. Alors, Anne-Laure, congé menstruel, révolution ou début des emmerdes? Ouais, très très bonne question.
Alors, le 8 mars dernier, le maire de Saint-Ouen, qui s'appelle Karim Bouamran, faisait une grande annonce sur Twitter. J'ai aujourd'hui le plaisir d'annoncer que la ville de Saint-Ouen a décidé d'expérimenter la mise en place d'un congé menstruel pour toutes les agentes atteintes d'endométriose ou de règles douloureuses qui les empêchent d'accomplir normalement leur mission. Roulement de tambour, c'était la première fois qu'une commune en France mettait ce genre de choses en place. C'était pas très étonnant. Saint-Ouen, c'est un peu une commune très féministe d'Île-de-France. C'était, par exemple, le conseil municipal avait voté pour le droit des femmes de voter bien avant que ce soit, enfin, dans les années 20, alors que on a eu le droit que dans les années 40. Bref, donc c'était pas très étonnant. Donc désormais, qu'elle soit policière municipale, dame de cantine, secrétaire de mairie, élue, puéricultrice ou agente des parcs et jardins, les 1200 agentes municipales de la commune vont pouvoir souffler si elles sont sujettes à des règles incapacitantes. C'est le terme qu'a choisi la mairie. Donc c'est pas simplement les règles douloureuses ou l'endométriose, c'est aussi les règles très abondantes, par exemple. Pour ces personnes, il leur sera possible désormais de présenter un simple certificat médical pour obtenir un aménagement de poste ou une journée de congé menstruel, c'est-à-dire payé par l'employeur. Jusqu'à présent, il fallait donc aller chez le médecin pour obtenir un arrêt de travail, et on sait très bien que les arrêts de travail, ça veut dire double peine, ça veut dire douleur, et ça veut dire aussi perte d'un ou plusieurs journées de salaire, jusqu'à 3 jours de journée de carence. Donc c'est quand même nul. Alors tu l'as bien dit, c'est une vieille histoire qui traîne, une arlésienne, le congé menstruel. Il faut savoir que le Japon a instauré le congé menstruel dans le code du travail en 1947, mais qu'aujourd'hui, seuls 3% des salariés en profitent. Alors pourquoi ? Mais pourquoi ? Comment on justifie quand on a des donc règles douloureuses, peut-être, je sais pas. Non, c'est juste Même que pas. c'est un gros stigma, en fait. Ils sont mal vus. T'es mal vu, tu passes pour une faible, tu passes pour une nulle, une fainéante, voilà. Donc en fait, elles en profitent pas, et surtout, elles veulent continuer à être salariées, à être embauchées, en fait. On y reviendra, c'est un petit indice que je vous mets dans la tête pour tout à l'heure. Alors le congé menstruel, il a été aussi, en plus de Saint-Ouen, il a été adopté par certaines entreprises en France. Donc la première société qui a mis ça en place, c'est une coopérative montpelliéraine qui s'appelle La Collective. C'est en gros une société qui propose aux associations des services de donateurs, tu sais, les gens qui sont relous dans la rue, là, qui te demandent, enfin, pardon si certaines personnes sont concernées, des gens qui font avancer la cause, on va dire. Donc les salariés concernés avaient le droit juste à une journée supplémentaire par mois de congé par l'envoi d'un simple email, pas de justification. Ah, ça c'est pas mal. Donc ça c'est quand même pas mal. Près de la moitié des salariés qui ont eu droit en ont profité jusqu'à présent, parce qu'il y a moins sans doute de complications, de trucs. Le groupe Carrefour a lui aussi annoncé le 19 avril dernier un programme de grande envergure pour faciliter le quotidien de ses collaboratrices. Quand même 57% des salariés de Carrefour sont des femmes. Et donc à partir de cet été, le groupe a proposé à ses salariés touchés par l'endométriose 12 jours d'absence autorisés par an, payés par l'entreprise. C'est quand même pas mal. Qui se rajoute au congé. Et le groupe ne s'est pas arrêté à ce congé menstruel. Il propose aussi aux femmes touchées, par exemple, par des fausses couches, 3 jours d'absence, puisqu'en l'occurrence, c'est une journée. Voilà. Et pour celles qui sont suivies, qui suivent une PMA, 1 jour le lendemain de l'implantation d'un embryon. Donc quand même, c'est quand même pas mal. Et pourquoi font-ils tout ça ? Simplement parce qu'il faut draguer les femmes, en fait, pour qu'elles viennent travailler. Carrefour a besoin d'être attractif pour les femmes, puisque les hôtesses de caisse, c'est majoritairement des femmes, des métiers féminisés. Même chose pour Saint-Ouen. Saint-Ouen, pour avoir des personnes qui travaillent dans les crèches, eh ben, il faut qu'il y ait la concurrence. Donc Saint-Ouen devient attractif. Pareil pour les parcs et jardins. Et surtout, comme vient de le montrer l'exemple de Carrefour, ce genre d'initiative doit venir au milieu de tout un gros processus de remise en question de tout ça. Donc à Saint-Ouen, par exemple, j'avais interviewé le DG de Saint-Ouen, puisque c'est comme des entreprises, les communes, Antoine Rességuier, qui est devenu passionné par la menstruation. Il était assez chou, je dois dire. Et il s'est dit vraiment qu'il fallait minimiser les impacts de la menstruation sur le quotidien des employés pour le bien-être de tous et toutes. Et vraiment, le congé menstruel, c'est un tout petit détail dans tout ce qu'ils ont mis en place. Donc, par exemple, ils ont mis en place une cartographie des toilettes pour les agentes qui bougent, en fait,
par exemple les policières ou les parcs et jardins. Voilà. Ils ont mis en place aussi le truc sur la fausse couche. Voilà. Alors, du coup, j'en viens au point sur les faits. Là, tout semble rose. Ouais. Mais il y a un loup, puisqu'il y a toujours des loups. Parce que le rose se paie plus cher de toute façon. Voilà. Alors, par exemple, le premier loup, c'est la proposition de loi qui a été justement mise en place et qui propose, par exemple, que en cas de problème d'endométriose, par exemple, ou de dysménorrhée incapacitante, donc règles très abondantes, etc., il est possible de mettre en place un aménagement du poste de travail. Vous la sentez venir. Ouais. Donc, c'est-à-dire du télétravail, donc du travail. Oui. Sauf qu'on sait très bien ce que ça veut dire. Quand on est sujet à ce genre de truc, on ne peut pas travailler. En fait, c'est le principe d'un arrêt maladie ou d'un congé menstruel, c'est de ne pas pouvoir travailler. Donc, est-ce que ce genre de texte va nous imposer à travailler encore plus, même en cas de douleurs et de règles incapacitantes? C'est la question qui inquiète tout le monde. Autre question qui inquiète, c'est le secret médical. Pourquoi ? Parce que, par exemple, des hommes trans qui ont leurs règles, c'est aussi c'est très risqué, en fait. C'est très possible d'être outé au travail dans ce genre de cas. Jusqu'à présent, le simple arrêt maladie, même s'il coûtait de l'argent aux salariés, était une sorte de petit mur d'invisibilité. Donc il faut être très attentif à ça. Et enfin, c'est pour moi le plus important, c'est le recrutement. Si toutes les femmes ont le droit au congé menstruel, c'est une grande avancée, mais avec toutes les avancées féministes viennent le gros backlash derrière. Les hommes recruteurs vont se dire: elles nous font déjà chier avec leurs gosses, avec leur ménopause, avec leur ci, leur ça. S'il faut leur mettre des congés pour les règles, ça, on va en être où ? Donc voilà, c'est une vraie inquiétude qui touche le milieu féministe sur les congés menstruels. Donc à voir ce qu'il en sera. Oui, il faut aller au-delà de l'annonce de communication et creuser ce qu'il y a vraiment derrière. Parce que quand Carrefour annonce ça... quand tu sais qu'il y a des caissières qui ont fait des fausses couches... je sais plus si c'était à Carrefour en tant que tel. Des interruptions spontanées de grossesse. Ah non, vraiment... Enfin oui, pardon. Qui étaient sur leur siège de travail et qui n'ont pas le droit de faire des pauses. Mais tu veux dire d'abord régler peut-être aussi... Enfin, pas d'abord, mais en tout cas régler aussi des questions plus générales de traitement des salariés au travail avant, enfin pas avant, mais en tout cas ne vous appuyez pas là-dessus pour juste faire acte de communication, quoi. Ouais, c'est du féminist washing. D'ailleurs, ils ont tous sorti ça autour du 10 mars. Donc, Après, en même temps, bon, est-ce que c'est toujours le débat, quoi. En même temps, est-ce que ça fait avancer la cause ? Si c'est pour eux, ils perdent derrière, bah non. Mais si en même temps, ça permet à tout le monde de s'y mettre un peu. Et ce qui importe, c'est dans les petites lignes. C'est ce que tu disais. C'est les. Il faudrait pas que ça crée de la discrimination aussi entre femmes. T'as des congés. Mais moi, je pense qu'en fait, ce sera une vraie avancée quand, en vrai, ce sera des patronnes qui elles-mêmes prendront en fait ces fameux congés. Ouais. Et du coup, ne pourront pas juger les employés. C'est sûr. Donc voilà, c'est. Ouais. Et ça libérera tout le monde de se dire oui, aujourd'hui j'ai vraiment des règles douloureuses et j'ai pas l'endométriose, j'ai pas de symptômes de médicaux empêchants, mais aujourd'hui j'ai vraiment mal et je m'autorise à pas venir, quoi. Et je crois qu'il y avait aussi une question qui se posait sur le fait qu'on fasse un congé, les femmes vont se reposer chez elles et du coup on ne continue pas la recherche pour lutter contre l'endométriose. Voilà. Ça soulève plein de choses. Ouais. Mais, à voir. Ouais, à suivre. À suivre. Et c'est le moment tant attendu de la chronique. La belle mais aussi la triste. Mais qui sait, peut-être pas. Qui sait, peut-être pas. Tiffen, c'est à toi. Mes chères sirènes, je pars. Je vous aime, mais je pars. Pourquoi ? Ah merde, c'est vrai, ça a déjà été fait. Et déjà à l'époque, c'était pas ouf. Ah là là. J'aurais tenté de vous écrire une ode aux sirènes. Définition d'une ode: poème lyrique destiné à être accompagné de musique. Bon, on va pas faire ça finalement. Étymologiquement, en plus, ça veut dire chant, hymne ou cantique. Et moi, c'est plus un hommage, plus un merci gigantesque que je voulais vous donner. Alors, non pas à l'aude, mais bien à l'aube de mon départ.
Et si je veux vous dire merci, c'est parce que c'est beaucoup grâce à cette émission et aux personnes que j'y ai rencontrées que je suis ce que je suis et qui je suis aujourd'hui, et que je me sens aussi assez forte pour retourner d'où je viens. Et pour comprendre en quoi c'est très important, eh bien je suis obligée de vous dire d'où je viens. On a tout à un moment donné parlé de nos mamans dans cette émission. La mienne, c'est une femme forte qui a réussi, alors non pas à éduquer, mais plutôt à nous faire vivre, ma sœur et moi, quand mon père, lui, a décidé de fuir pour se reconstruire. Une femme forte, oui, mais qui n'existe pas. Elle est toujours le miroir d'un homme. Et elle a beaucoup fait le miroir. Ma mère, c'est une femme forte et en même temps très très faible, parce qu'elle a vécu des trucs vraiment horribles dans sa vie. Et c'est aussi à nous, à ma sœur et moi, qu'elle l'a fait payer. Du coup, je l'aime, mais je la déteste aussi. Et c'est très dur de détester quelqu'un qui est censé être votre référence. Car oui, avec un seul parent, on a une référence. Surtout si on n'a pas de grande sœur ou de grand frère, si on n'a pas de prof avec qui échanger en confiance, et si tout votre entourage a décidé de fermer les yeux. Donc déjà, merci d'être devenu ma référence quand, à mon tour, j'ai décidé de fuir pour me reconstruire. Ma mère, c'est une chose, mais mon lieu de vie aussi. Car je viens d'une campagne où on ne dit pas les choses. On ne les nomme pas non plus. Par contre, on aime bien en faire des normes. Passer du temps avec un vieux voisin quand t'as 6 ans, qu'il est très chelou et qu'il aime toucher les fesses des petites filles, c'est normal. Que ton cousin plus âgé joue à plus que touche pipi avec toi, c'est aussi normal. Et ce, même si tu comprends pas ce que c'est. Qu'il réitère quand t'as 19 ans, ça dérange, mais on ferme les yeux. Petite parenthèse d'ailleurs, ça a ouvert la porte à tellement d'agressions sexuelles dans ma vie, c'était horrible. Et moi, je suis une femme qui s'est construite là-dedans. Alors oui, merci les sirènes, merci d'avoir mis des mots sur les choses, merci d'avoir débattu, merci de m'avoir fait lire, merci de m'avoir donné les armes, du moins une arme, qui n'est pas des moindres, c'est la connaissance. Pas la connaissance de tout, mais assez quand même pour arrêter d'ignorer. Il y a encore 5 ans, quand on me parlait de militantisme féministe, je disais que j'avais moins de problèmes en tant que femme qu'en tant que lesbienne. Et que du coup, je préférais encore lutter pour mon orientation sexuelle plutôt que pour mon genre. Et le merci, il est aussi ici. Merci de m'avoir prouvé que la convergence des luttes est très importante et qu'il n'y en a pas une plus nécessaire que l'autre, surtout. Je suis arrivée ici à 24 ans, j'en repars à 28, et pendant ces 4 ans, je peux presque dire que j'en ai eu plein des mamans. Et vous savez comment elles s'appellent ? Elles s'appellent les sirènes. Alors merci les sirènes. Waouh. Merci à toi Tiffaine de nous avoir aussi soutenus toutes ces années. Et j'espère que tu reviendras évidemment quand tu voudras. Tu pourras nous faire des petits enregistrements. Je viendrai voir si tu gères la technique. Voilà, je vais avoir la pression à chaque émission. Merci à toi, c'était une très belle rencontre en tout cas. Et merci à cette émission d'exister depuis longtemps. On en a parlé en plus ce week-end pendant le petit hommage aussi aux bénévoles. Et du coup, elle existe depuis longtemps, quand il n'y avait pas forcément des choses qui étaient faites sur le territoire. Et voilà, moi, ça m'a appris plein de trucs. Et c'est le plus important. Ça fait plaisir. Et on va conclure par un petit morceau, comme d'habitude, qui va très bien passer. Et pas du Louane, pour le coup. Oh non, là, on va écouter un morceau de Uzi Freja, qui est né de la rencontre entre Kelly Rose et Stuntman lors d'un open mic dans les rues de Nantes en 2019. Le flow et l'énergie de la parisienne anglophone d'origine camerounaise met tout le monde d'accord. Ils entament le soir même une collaboration. La musique d'Uzi Freja, ce sont des textes à la fois engagés et sensuels sur des prods influencés par des artistes comme Death Grip ou Horrors encore. Ils ont depuis suivi une partition protéiforme, tantôt revendicative, outrancière ou expérimentale. La musique de ce duo ne cesse de se réinventer pour s'adresser aussi bien à la tête qu'aux jambes, raconter l'absurdité de ce monde tout en le célébrant. On vous fait des gros bisous, on se retrouve le lundi 17 juillet me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, en mois de juillet, voilà. Je crois que c'est ça. Tiffany, gros bisous. Et gros plein bisous de à vous. pour la suite. Bon vent. Continuez à écouter le chant des sirènes, même sans moi, ce sera bien. Kenavo Braz. Et c'est parti pour Uzi Freja. Et le morceau s'appelle Pussy. Dig back, bounce back, dig back, bounce back, dig back, bounce back. Let's talk.
that pussy clean, that pussy kicky, that pussy soft, that pussy freaky, that pussy name, that pussy juicy, so pussy tight. Only for dicky, that pussy real, no smell fishy, that pussy talk. Only for queen in a pussy down, a pussy this and pussy air. Pussy, 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 are you scared? Oh man, oh man, oh man. My pussy, my choice. Oh man, oh man, oh man. My pussy, my choice. Dun 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 dun. Over all those men who want and want some. Dun 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 dun. Over all those bitches who want and want some. But the dance have the right to control my pussy. Say how the fuck a girl, but I don't know how to make her come. Independent woman, yes I am. Call me a bitch if you want. Okay. I will do my thing like I want. Put that color in no crammy jam. No best friend. Boy, it's only 20 grow up. My tongue, my ass, my I don't think they call you bro. If you think that me, you're the problem, not me. You are the problem, not me. You're the problem, not me. You're the problem, not me. That pussy clean, that pussy kiki, that pussy soft, that pussy freaky, that pussy name, that pussy juicy, so pussy tight, no only for dick.